Bien. Deux. Non, il n'y a pas de soutenance, non. Il y a un rapport avec l'application à faire. Bien, alors donc pour terminer cette partie-là, donc tout à l'heure j'ai parlé de beaucoup de choses, d'accord? J'ai parlé donc des concepts d'une manière générale. On a bien introduit donc les problèmes réels des architectures. Pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière l'architecture J2E? C'est quoi le principe de séparation des exigences fonctionnelles et les exigences techniques? Alors quand vous parlez technique, forcément il y a des frameworks. Si vous dites fonctionnel, il n'y a pas de framework, c'est à vous de programmer. À moins si vous êtes dans un domaine là où il y a déjà des frameworks qui sont déjà faits pour le fonctionnel, vous pouvez les utiliser. Alors, donc, nous avons parlé de Spring, nous avons dit qu'il y a beaucoup de modules qui sont fournis par Spring. Alors, le premier, c'est l'inversion de contrôle, l'injection des dépendances. Nous allons vous expliquer ça. Et ça, c'est la porte, on va dire, pour la compréhension des applications d'une manière générale, basées sur des architectures, comme par exemple l'architecture J2E. Alors, quand vous faites un cours sur Design Pattern, quand vous travaillez dans le domaine des génies logiciels et que vous faites partie d'une équipe de développement, vous débarquez dans un projet d'une entreprise. Alors, à un moment donné, vous allez entendre parler les gens qui ont un peu d'expérience. Ils vont vous dire des choses comme ça, comme une application. C'est des slogans. Une application qui n'évolue pas meurt. Si l'application n'est pas capable d'évoluer dans le temps, il finit à la poubelle. Une application doit être fermée à la modification, ouverte à l'extension. Alors, c'est une question, mais après, il faut se poser la question, ça veut dire quoi? Alors, justement, c'est l'utilisation des design patterns. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est que fermer à la modification, ça veut dire que si vous voulez que l'application évolue, il ne faut pas toucher le code source. Donc, au lieu d'aller modifier le code source, il faudrait ajouter des extensions. C'est des classes qui vont être créées. Et après, on vous dit qu'une application doit s'adapter aux changements, parce qu'en fait, il y a toujours des changements technologiques, des changements au niveau de, parfois, c'est un peu rare au niveau fonctionnel, parce que souvent la couche la plus stable d'une application, c'est la couche métier. C'est les fonctionnalités, généralement, ne changent pas. Après, on peut ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais si une application est bien conçue, le fonctionnel, généralement, elle reste toujours stable. Et après, pour cela, on commence à s'approcher. Donc, dans les cours des design patterns, on va vous dire, efforcez-vous à coupler faiblement vos classes. Autrement dit, on va parler d'un concept qui est lié au design pattern, c'est ce qu'on appelle le couplage faible. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer tout d'abord. C'est quoi? Si vous voulez effectivement créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle, vous utilisez le couplage faible et non pas le couplage fort. Alors justement, c'est ce que nous allons voir. Alors c'est quoi la différence entre le couplage faible et le couplage fort? Alors, quand une classe A est liée à une classe B, vous avez une classe A qui est liée à une classe B par une association, on dit que la classe A est fortement couplée à la classe B. Ça peut être une agrégation, une composition, une association quelconque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, j'ai ici un exemple d'une classe B dans laquelle j'ai une méthode qui s'appelle getValue. Et après, dans la classe A, j'ai une méthode qui s'appelle calcul. Pour faire le calcul, j'ai besoin de faire appel à la méthode getValue. Donc la classe A est associée à la classe B. Ce que vous allez faire, c'est que dans la classe A, vous allez déclarer une variable B de type B. Alors ici, nous avons 1, c'est pas une liste, c'est 1, n'est-ce pas? Dans la classe A, j'ai besoin d'utiliser la classe B. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un couplage fort. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si la classe B n'existe pas, la classe A ne peut rien faire. Ça veut dire que la classe A ne peut travailler qu'en présence de la classe B, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est quelque chose que vous utilisez d'une manière générale quand vous êtes débutant en informatique. Quand vous faites la programmation orientée objet, ce qui vous intéresse, c'est de résoudre le problème fonctionnel. Et ça vous arrive souvent de lier des classes comme ça. Alors maintenant, c'est quoi le problème du couplage fort? Le problème, c'est quoi? Si une nouvelle version de la classe B est créée, c'est-à-dire à un instant donné, vous avez développé la classe B. 6 mois après, 6 mois après, vous avez aperçu que la méthode getValue que vous avez développée dans la première version de la classe B, que vous pouvez l'améliorer. C'est d'ailleurs l'informatique, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on peut l'améliorer demain. Donc ça veut dire que vous avez besoin de créer une nouvelle version de la classe B. C'est une version améliorée, n'est-ce pas? Alors ça veut dire, on va supposer que vous créez une classe qui s'appelle B2. Alors, si vous voulez que la classe A fonctionne avec la classe B2, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de modifier le code source de la classe A. Pourquoi? Parce que dans la classe A, au début, nous avons déclaré une variable de quel type? De type B. Maintenant, il va falloir déclarer un objet de type B2. Donc, vous voyez déjà, le couplage fort, il va vous obliger, quand il y a une évolution, quand une classe évolue, on est obligé de modifier le code source dans l'autre classe. Mais le problème, ça veut dire quoi modifier le code source? Ça veut dire que tout d'abord, il faut disposer des codes sources, parce que si vous n'avez pas le code source, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut recompiler, déployer et distribuer à nouveau l'application au client. Alors tout cela va engendrer un problème au niveau de la maintenance. Alors c'est que, déjà, on commence à sentir le problème. C'est que quand vous avez un couplage fort entre les applications, vous aurez automatiquement une application qui est ouverte à la modification. Parce que s'il y a une évolution au niveau d'une classe, une nouvelle version, automatiquement, on devrait changer dans l'autre classe. N'est-ce pas? Alors, pour vous montrer ça, regardez l'exemple suivant. Supposons que je veux créer une application qui se compose de 3 parties. Il y a la couche DAO, la couche métier, la couche présentation. Dans la couche DAO, donc, il est défini par une classe qui s'appelle DAO implémentation, dans laquelle j'ai une méthode getValue. On va supposer que la méthode getValue de la classe DAO implémentation, par exemple, va se connecter à la base de données pour chercher la valeur de la température à un instant donné. Quand j'appelle getValue, il va se connecter à la base et il cherche la température, n'est-ce pas? Et que dans la couche métier, j'ai besoin de faire des calculs. Mais pour faire des calculs, j'ai besoin de faire appel à la méthode getValue. Parce que les calculs que je vais faire, ils vont s'appuyer sur des données que je vais récupérer à partir de la couche DAO. Et après, j'aurai à créer une couche présentation, une simple application avec la méthode main qui va faire appel à la classe métier implémentation. Alors, si vous choisissez ce modèle-là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez créer tout d'abord une classe DAO implémentation, getValue. Alors ici, donc, on ne va pas se connecter à la base de données. Pour faire plus simple, je suppose que je me suis déjà connecté à la base de données. J'ai fait des traitements et j'ai retourné un résultat. Pour moi, c'est 5, n'est-ce pas? Alors, dans la couche métier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, tout d'abord, dans métier, vous dépendez d'une classe. Ça, c'est un couplage fort. Ça veut dire que vous déclarez une variable DAO de type DAO implémentation. Et dans le constructeur, vous allez instancier la classe DAO implémentation. Alors ça, c'est une composition. Ça veut dire qu'à chaque fois que je crée un objet métier implémentation, il y a automatiquement création d'un objet DAO implémentation. Vous suivez? Alors ensuite, dans la méthode calcul, qu'est-ce que je fais? Pour calculer, j'appelle tout d'abord la méthode getValue de l'objet DAO. Et après, je vais faire un calcul et je vais retourner le résultat. Et le résultat, pour moi, je suppose que c'est 2 fois le nombre, n'est-ce pas? Et après, au niveau de la couche présentation, vous allez créer une méthode, par exemple main, dans laquelle vous écrivez métier égale new métier implémentation. Ça veut dire à nouveau vous êtes lié à la classe métier implémentation. Et vous allez tout simplement faire appel à la méthode calcul. Ça, c'est une application. Alors, au niveau fonctionnel, est-ce que ça marche? Au niveau fonctionnel, 10 sur 10. J'exécute l'application, ça me donne le résultat, n'est-ce pas? Et après, vous l'avez développé, vous êtes content, vous l'avez installé chez le client, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le problème, c'est que 6 mois après, il y a le client qui vous appelle.
Il va vous dire par exemple, alors en fait, on vient d'avoir les moyens technologiques qui nous permettent de connaître la valeur de la température en utilisant des capteurs installés directement au sein de l'entreprise. Donc, on voudrait bien que l'application, au lieu de se connecter à la base de données, là où il va trouver la température à un instant donné, ben, tout simplement, on va essayer donc de lire la température directement en utilisant des capteurs, n'est-ce pas? Vous voyez le problème? Donc, c'est quoi ça? C'est un changement technologique. C'est-à-dire l'application doit évoluer. Il va s'adapter au changement, n'est-ce pas? Et du coup, donc, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est la couche qui va subir des modifications? Alors, le métier ne va pas changer parce que c'est toujours la même formule. Pour qu'elle calcule, c'est le métier généralement. Mais ce qui va changer, c'est la méthode getValue. Parce que dans la première version, qu'est-ce que nous avons? Nous avons écrit des codes qui se connectent à la base de données pour faire des traitements. Mais maintenant, quand vous avez constitué cette application, maintenant, si vous voulez résoudre le problème, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous serez obligé de vous déplacer chez le client, d'éditer le code source, et vous passez vers la méthode. Ça suppose déjà que vous êtes la même personne qui a développé l'application. Et si ce n'est pas le cas, il vous faut la documentation de l'application pour savoir à quel niveau il faut faire la modification, n'est-ce pas? Et supposons que tout ça c'est réglé, vous arrivez, vous savez qu'il va falloir créer une modification. Alors, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous arrivez vers le code source, vous commencez à modifier, n'est-ce pas? Ben, vous dites, il n'y a pas de problème, au lieu de se connecter à la base de données, j'ai toujours, j'écris mon code, je me connecte plutôt au capteur, etc. Je lis la température, ça marche. Je recompile l'application, je réinstalle l'application, ça marche. Alors, jusque-là, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que quand vous revenez chez vous le lendemain, et après il y a l'entreprise qui vous appelle, il vous dit, alors en fait, on ne maîtrise pas encore le problème, nous avons un problème sur ces nouvelles technologies, on aimerait bien revenir à la version précédente. Alors ça, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes venu pour faire évoluer l'application, vous avez fait une gaffe. C'est quoi la gaffe? C'est que vous n'avez la version... Parce que quand on fait évoluer un système, il faudrait toujours garder les anciennes implémentations. Comme ça, le consommateur, lui, il va choisir. Est-ce qu'il va utiliser la version précédente ou bien la nouvelle version, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais garder la classe DAO implémentation comme elle était, je ne vais pas la toucher, n'est-ce pas? Et je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler DAO implémentation version 2, et dans laquelle je vais créer une nouvelle implémentation. Alors, le seul problème, c'est que pour que la couche métier utilise la classe DAO implémentation 2 au lieu de DAO implémentation, je serai obligé à nouveau d'éditer le code source de la couche métier. Et ici, au lieu de créer un objet de type DAO implémentation, je devrais créer un objet DAO implémentation 2. Ça veut dire que un changement dans la couche d'accès aux données, une évolution, va m'obliger de modifier également le code source de la couche métier. Vous voyez donc ici, je ne peux pas éviter de modifier le code source, n'est-ce pas? Et le problème encore, c'est que si je veux changer une version à l'autre, je suis obligé de modifier le code source. Est-ce que vous voyez? Alors ça, c'est tout simplement... donc, le couplage fort, il pose un grand problème au niveau de la maintenance. Si au niveau fonctionnel, 10 sur 10, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, il faut à un moment donné utiliser des classes, mais au niveau de maintenance, au niveau évolutivité, ça pose un problème. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'utiliser le couplage faible. Alors, ça veut dire quoi le couplage faible? Ben, le couplage faible, c'est utiliser les interfaces. Alors, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'avais créé une classe A qui est liée à la classe B. Alors maintenant, au lieu d'utiliser la classe A qui est liée directement à la classe B, qu'est-ce que je vais faire? Avant de créer la classe B, je vais créer une interface qui s'appelle IB, dans laquelle je déclare une méthode qui s'appelle getValue. C'est une interface. Je vous rappelle qu'une interface, c'est une sorte de classe abstraite dans laquelle j'ai que des méthodes abstraites, n'est-ce pas? Je déclare que la signature des méthodes. Ensuite, je vais créer une implémentation de cette interface. Ça veut dire que je vais créer une classe B qui implémente l'interface IB. Et quand j'implémente une interface, ça veut dire que je suis obligé de redéfinir la méthode getValue. Donc je définis une version, une implémentation de cette méthode. Alors par la suite, quand je vais créer la classe A, cette fois-ci, je ne veux pas être lié à la classe B, mais j'aurai une association avec l'interface IB. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans la classe A, implémentation, je vais déclarer une variable B de quel type? De type IB, c'est l'interface. Alors ça veut dire quoi? Maintenant, je suis lié à une interface. Quand une classe est liée à une interface, c'est ce que nous appelons un couplage faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe A, comme il est défini maintenant, il peut fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut bien faire fonctionner la classe A avec la classe B implémentation, mais le jour où je vais créer une deuxième version, une nouvelle implémentation, je vais créer une nouvelle classe B2 qui implémente la même interface, ce qui va m'obliger de redéfinir la méthode getValue. Mais est-ce que je suis obligé de modifier dans la classe A? La réponse est non. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on est en train déjà d'introduire la notion fermée à la modification et ouvert à l'extension. Et l'extension, quand vous créez une classe qui implémente une interface, en fait, vous venez d'ajouter ce qu'on appelle une extension. Donc la classe B2 qui implémente l'interface IB, c'est une extension. Alors, sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on va utiliser les classes, à un moment donné, il faut choisir est-ce qu'on va utiliser la classe B2 ou bien B1. Et ça, c'est un problème qui va être réglé par ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors, on va essayer donc de voir comment résoudre le problème. Ici, la même chose. La classe A, peut-être, elle va être utilisée par une autre classe. Du moment que la classe A va être utilisée par une autre classe, avant de créer la classe A, je vais créer l'interface et A. Ben, du coup, donc, s'il y a couche présentation qui va utiliser la classe A, je vais la lier à l'interface. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi ça? C'est un couplage faible. Alors, déjà, au niveau définition, c'est quoi le couplage faible? Le couplage faible, c'est le fait de lier une classe avec une interface. Ben, il dit que donc la classe est capable de fonctionner avec n'importe quelle implémentation de l'interface. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la première des choses. Alors si on revient à l'exemple de tout à l'heure. Alors tout à l'heure, nous avons choisi cette implémentation. Nous avons bien expliqué qu'au niveau fonctionnel, il n'y a pas de problème. Au niveau maintenance, il y a un grand problème. Alors maintenant, on veut faire la même chose, mais encore mieux. Alors si notre application est bien pensée, ben, nous allons faire ça. C'est que dans la couche DAO, je vais créer tout d'abord l'interface IDAO. Alors pour créer une interface, public interface, je déclare la méthode getValue. Donc ça, c'est l'interface. Je vais créer une implémentation de cette interface. Ça veut dire que je vais créer une classe DAO qui va implémenter l'interface IDAO. J'implémente. Et ce qui fait que je serai obligé de redéfinir la méthode getValue. Jusque-là, au niveau fonctionnel, je n'ai rien ajouté. Parce que de toute façon, la couche DAO, il y a une méthode qui s'appelle getValue. Alors, après, par la suite, dans la classe métier, je vais déclarer une association avec l'interface. Ça veut dire que je vais déclarer une variable DAO de quel type? IDAO. Donc, je vais utiliser une interface. C'est le couplage faible. Je définis la méthode calcul. N'est-ce pas? Je définis la méthode calcul. Dans calcul, j'ai DAO.getValue. Mais regardez bien, dans la couche métier, je suis lié que à l'interface. Mais dans la couche métier, je ne sais pas est-ce que je vais utiliser DAO implémentation version 1. Donc, je ne connais pas la classe. Je connais que l'interface. Après, on va voir comment est-ce qu'on va associer l'implémentation. Et après, je vais retourner NB. Et je sais également que la couche présentation va utiliser la couche métier. Et du coup, avant, en principe, de créer la classe métier implémentation, je devrais créer l'interface métier. Et la même chose, la couche présentation, elle est liée à la couche, plutôt à l'interface métier. N'est-ce pas? Alors maintenant, le problème, est-ce qu'il est encore, est-ce que jusque-là, est-ce qu'il est complètement résolu? Non. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la couche présentation, j'aurai toujours besoin de créer, plutôt de spécifier quelle est la classe que je vais utiliser. Alors pour vous montrer ça, on va faire une démonstration. Alors regardez bien. Donc on va essayer d'implémenter le même modèle et on va voir quel est le problème posé et voir comment faire ce qu'on appelle c'est quoi l'injection des dépendances, c'est quoi l'inversion de contrôle sans utiliser Spring dans un premier temps et après voir comment utiliser Spring pour faire ce problème de l'injection des dépendances. Alors c'est ce qu'on va faire.
Bien. Alors, pour faire cette démonstration, alors on va créer un si vous voulez, on va commencer à prendre les bonnes pratiques dès maintenant. C'est que je veux créer un simple projet Java. Mais vous savez que quand vous commencez à créer les projets Java J2E, souvent vous aurez besoin d'utiliser des bibliothèques, un ensemble de fichiers .jar, n'est-ce pas? À chaque fois, vous ajoutez des jars à votre projet. Ben, il dit que donc à un moment donné, vous allez retrouver avec beaucoup de frameworks, beaucoup de fichiers .jar. Et après, vous trouvez le problème du conflit entre les jars. Struts, il utilise une version, il y a Spring qui utilise une autre version. Et du coup, vous allez avoir des problèmes, ce qu'on appelle de conflit entre plutôt les versions. Et du coup, donc, ça, c'est le problème qui est posé pour les développeurs, en tout cas J2E, Java J2E. Mais après, les choses ont beaucoup évolué parce que après, aujourd'hui, pour gérer ces problèmes, souvent dans la majorité des cas, on utilise un framework qui s'appelle Maven, qui permet justement de gérer les dépendances dans un projet. Alors, autrement dit, pour ne pas chercher des fichiers .jar et les ajouter au projet et les ajouter au classpath, c'est Maven qui va s'occuper de ce problème. En fait, Maven, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il y a un fichier XML dans lequel vous déclarez la dépendance. Et après, c'est lui qui va chercher le fichier .jar parce qu'il va se connecter à Internet si vous êtes connecté. Il va télécharger le fichier .jar et il va l'ajouter à votre projet. Il va le stocker dans ce qu'on appelle un entrepôt, un repository. Et après, la prochaine fois, si vous voulez utiliser le même fichier .jar, il va le chercher dans son entrepôt. N'est-ce pas? Alors, et en même temps, c'est une manière d'alléger un petit peu votre projet. Ça veut dire que votre projet, il ne contient pas les fichiers .jar. Mais par contre, il contient un fichier XML qui indique quels sont les différents fichiers .jar dont j'aurai besoin. Alors, en tout cas, pratiquement les développeurs J2E, Java J2E d'une manière générale, utilisent Maven. Donc, on va commencer à travailler avec ça. Alors, pour créer, bien sûr, un projet plutôt Java, on va créer un projet Maven, Maven Project. Alors, sauf que bien sûr, si vous travaillez avec une version Eclipse classique, pour avoir un projet Maven, vous devrez installer le plugin. Il y a un plugin Maven à installer. Alors, nous on ne va pas installer en fait le plugin Maven, mais vous pouvez installer directement, le framework, plutôt le plugin Spring Tools. En fait, Spring Tools, c'est un plugin qui permet d'ajouter un ensemble de plugins qui vont vous faciliter la création des applications basées sur Spring. Si vous voulez, pour installer généralement, le moyen le plus simple, c'est d'aller vers Eclipse Market. C'est pour l'installation du plugin. Mais ça suppose que vous avez une connexion Internet. Et après, par la suite, il va vous afficher plutôt un espace dans lequel vous allez chercher notamment Spring Tools. Et après, vous le retrouvez, vous l'installez. Alors, en tout cas, dans le document, vous trouverez comment installer ce framework Spring. Donc, ici, d'ailleurs, j'ai pas de connexion. Je vais annuler. Alors, en tout cas, donc, je suppose que j'ai installé le Spring Tools. Et du coup, donc, si je veux créer un projet Maven, parce que Spring, il installe également le plugin Maven, parce que les projets Spring utilisent également Maven. Alors, Maven Project. Alors, pour créer un simple projet Maven, donc on va cocher Create Simple Project. Donc, je n'ai pas besoin de spécifier le modèle parce qu'après, je peux créer un projet Maven Web, un projet web dynamique, un projet Java classique, etc. Il y a différents types un projet GPA et Hibernate. Il y a des modèles de projets que vous pouvez directement utiliser. Ici, donc, je vais créer un simple projet vide qui ne contient rien, c'est-à-dire c'est un simple projet Java. Alors, sauf que quand vous créez un projet, d'une manière générale, vous aurez à spécifier le groupe ID. Alors, le groupe ID, généralement, dans la majorité des cas, ça correspond au nom de domaine de l'entreprise. Alors, par exemple, ici, on va utiliser, par exemple, org.sid. Donc, ça, je suppose, c'est l'organisation, d'accord? Et après, dans une organisation, il y a des projets. Chaque projet, vous lui donnez un identifiant, c'est Artifact ID. On va l'appeler, par exemple, voilà, inversion de contrôle, inversion TP, inversion de contrôle.
finish. Donc ça, je crée un simple projet. Alors d'ailleurs, quand vous regardez un projet, il est là. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver la structure d'un projet Maven généralement. Il contient forcément, il y a un fichier qui est très important qui est le fichier pom.xml. Alors en fait, c'est dans ce fichier pom.xml que nous allons déclarer les dépendances. S'il y a une nouvelle framework, s'il y a un nouveau framework ou bien une nouvelle bibliothèque, une nouvelle API que vous voulez utiliser, c'est ici qu'on va la déclarer. Et après, c'est Maven qui va se charger de se connecter peut-être à Internet, télécharger la bonne version du jar et après il va l'ajouter aux classes path. Alors pour le moment, ce que nous allons faire, on n'a pas besoin d'utiliser aucun framework, mais tout à l'heure quand on va utiliser le framework Spring, donc on va essayer donc de déclarer les dépendances à ce niveau-là. Alors nous, on aura besoin de créer une application Java. Dans source main Java, on va créer les classes. Mais avant de créer, dans notre cas, on aura besoin de créer l'interface tout d'abord. Donc je vous rappelle que notre modèle, elle est là. Voilà le modèle qu'on voudrait implémenter. On va créer l'interface IDEO, l'implémentation, l'interface métier, métier implémentation. Et après, dans la couche métier, on va voir comment faire l'injection des dépendances. Oui? Oui, c'est enregistré. C'est enregistré, ne vous inquiétez pas, il y a tout ça. Alors, maintenant, on va créer une interface. Alors, l'interface IDEO. On va la mettre dans le package IDEO. Alors, l'interface, dans notre cas, il contient une méthode double qui s'appelle getValue. Je crée une implémentation de cette interface. Classe que je vais appeler DAO implémentation. Alors en fait, une implémentation, c'est une classe qui implémente l'interface IDEO et dans laquelle je vais redéfinir la méthode getValue. Alors dans notre cas, on va supposer que la méthode getValue va retourner par exemple 5. Un simple traitement. Je vais créer la couche métier. Une interface métier dans le package métier. Alors, tout ce que je sais, c'est que dans le métier, j'ai besoin de faire un calcul. C'est-à-dire, c'est ça le fonctionnel. Vous voyez? Je veux créer une application qui permet de calculer. C'est le fonctionnel. Tout ce que je sais, la méthode calcul, il fait un traitement et après, il va me retourner un résultat. Ça, c'est l'interface, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la conception. Et après, je vais créer une implémentation de cette interface, une classe qui implémente métier implémentation, qui va implémenter cette interface métier. Alors j'implémente, ça veut dire que je serai amené à redéfinir la méthode. Alors je sais que la couche métier a besoin de la couche d'accès aux données. Alors ici donc je vais déclarer une variable de type DAO. Si le couplage faible, la variable je vais l'appeler DAO. Alors je ne vais pas lui associer une implémentation, pas de classe. Si je veux utiliser le couplage faible. Et comme DAO c'est un attribut privé, alors pour pouvoir lui associer une implémentation, plutôt pour faire l'injection, on aura besoin de générer les setters, les getters. Alors je n'ai pas besoin de getter, j'ai besoin de set. Parce que de toute façon, à un moment donné, il va falloir faire appel à cette DAO pour définir quelle implémentation, métier DAO implémentation version 1 ou bien version 2. Alors maintenant, au niveau de la couche présentation, je vais créer une classe. Ça, c'est la couche présentation, dans laquelle j'ai la méthode main. Alors si j'essaie tout ce que je sais pour le moment, alors maintenant on va essayer donc de régler ce problème. Je vais utiliser la classe métier, implémentation. Métier égale new, métier implémentation. Alors si vous faites appel à la couche métier, vous voulez faire appel à la méthode calcul, il est clair que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Si vous exécutez, vous aurez l'exception null pointer exception. Alors ça c'est
C'est pas normal. Alors pourquoi? Parce que ici, c'est normal. Ben, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, c'est ce que j'ai écrit, n'est-ce pas? Alors je sais que la méthode calcul, il fait appel à la couche DAO. Eh bien, il faut l'utiliser. Donc double NB égale DAO.get value. Et après, je vais retourner NB multiplié par 6, par exemple. Donc pour moi, c'est ça le traitement. Et pour faire le traitement, je récupère une valeur dans la couche DA. Alors maintenant, si je reviens à cette application, je l'exécute, j'aurai une exception null pointer exception, ce qui est normal. Null pointer exception, ça veut dire quoi? Dans métier implémentation, quand vous faites appel à la méthode getValue de l'objet DAO, l'objet DAO n'est pas créé. C'est quoi sa valeur par défaut? C'est nul. Vous appelez la méthode d'un objet qui n'est pas créé. Alors ça, c'est les problèmes classiques dans la programmation d'une manière générale. C'est null pointer exception, ça veut dire que vous avez déclaré un objet, vous ne l'avez pas créé. Ben, du coup, donc, vous appelez la méthode d'un objet qui est nul, n'est-ce pas? Ben, et du coup, donc, si vous la laissez comme ça, d'ailleurs, ça, je le fais exprès, parce que d'ailleurs, par défaut, c'est la valeur, c'est nul. Si vous la laissez comme ça, ben, ça ne va pas marcher. Alors, et du coup, normalement, pour que votre application puisse fonctionner, il va falloir tout d'abord créer un objet DAO. Implémentation égale new DAO implémentation. Vous créez un objet métier et après il faut les associer. Exactement. Pour les associer, qu'est-ce que je dois faire? L'objet métier, j'appelle set DAO et je lui donne l'objet DAO. Ça veut dire qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de créer un objet de la classe DAO implémentation. Je crée un objet métier implémentation et jusque-là, ils sont deux objets qui ne sont pas associés. Mais après, je dois les associer. Et pour les associer, j'appelle dans la classe métier implémentation, j'appelle setDAO, c'est-à-dire j'accède à l'attribut DAO. Et qu'est-ce que je vais lui affecter? Je vais lui affecter l'objet DAO. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. L'injection des dépendances. Parce que de toute façon, pour que je puisse utiliser l'objet métier, il faut tout d'abord créer un objet DAO, il faut les associer. Alors si j'exécute l'application, alors ça va marcher, il n'y a pas de problème, parce que j'ai réglé le problème des dépendances. Mais on va se poser la question, est-ce que maintenant mon application est fermée à la modification? Non. Pourquoi? Regardez l'application. Est-ce que j'ai utilisé une classe? Supposons que j'ai une nouvelle version de la classe DAO, version 2. Est-ce que je suis obligé de modifier le code source? Ben oui. Pourquoi? Parce que ici, j'ai utilisé une classe, n'est-ce pas? Mais est-ce que la question maintenant, est-ce que la couche DAO est fermée à la modification? La couche DAO, elle est fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui. Pourquoi? Parce que quand il y aura une nouvelle version de la classe, ben, je ne vais pas modifier cette classe, je vais créer une nouvelle classe qui implémente cette interface. Donc, elle est ouverte à l'extension. Est-ce que la couche métier est fermée à la modification? Oui. Pourquoi? Parce que la couche métier, elle dépend que des interfaces. Donc même s'il y a une nouvelle version de la couche DAO, je ne suis pas obligé de modifier dans la couche métier. Mais la question maintenant, est-ce que la couche présentation est fermée à la modification? Non. Nous avons ici un problème, n'est-ce pas? Alors sauf que maintenant la question qu'il faut faire, est-ce qu'il y a un autre moyen qui me permet de maintenant fermer complètement l'application en modification? Alors ici, la couche présentation, c'est-à-dire ici, au lieu d'utiliser donc des classes, j'aurais à utiliser un autre scénario. N'est-ce pas? Alors ici, donc, vous allez utiliser, il y a deux techniques. La première, c'est vous dites, je ne veux pas utiliser de framework. Alors dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'on appelle la programmation par réflexion dans Java. L'instanciation dynamique. Alors je vais vous montrer tout d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vais vous montrer comment créer dynamique, une instance par ce qu'on appelle par réflexion. Et après, la deuxième solution, je vais vous montrer comment utiliser Spring, parce que d'ailleurs, c'est l'objectif. Comment utiliser Spring, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est Spring qui va faire ce travail. On va demander à Spring, c'est lui qui va créer l'objet DAO, c'est lui qui va créer un objet métier. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier XML dans lequel on va lui spécifier les classes qu'on veut instancier. Mais avant d'utiliser Spring, on va faire tout d'abord ça d'une manière sans framework, n'est-ce pas? La programmation. Alors, si vous voulez faire ce travail, je vais mettre ça en commentaire.
C'est-à-dire ça, c'est pas une bonne solution, je vais faire mieux. Alors pour faire mieux, je vais penser à créer un fichier de configuration. Dans mon projet, je vais créer un fichier de configuration. Je ne vais pas utiliser un fichier texte, je vais créer un fichier simple que je vais appeler config.txt. Tout ce que je sais dans ce fichier texte, c'est un fichier de configuration, je vais spécifier quelles sont les classes que je voudrais instancier. Tout ce que je sais, j'ai une classe qui se trouve dans le package DAO. La classe s'appelle DAO implémentation. Dans la deuxième ligne, je vais mettre la classe métier implémentation. Alors ça veut dire que dans mon application par la suite, s'il y a une nouvelle version de DAO, version 2, je viens ici, je vais mettre DAO implémentation 2. Et l'application, il va utiliser la deuxième version au lieu de la première version. Ça veut dire, au lieu de modifier dans le code source, on va vers un fichier de configuration, on va changer. Alors par la suite, ça va être un fichier XML, forcément. Mais sauf pour le moment, on va utiliser un simple fichier texte. Alors si vous savez que les classes que vous allez instancier sont spécifiées dans ce fichier texte, qu'est-ce qu'on va faire? Notre application, elle va devenir comme suit. On aura tout d'abord besoin de lire le fichier texte, n'est-ce pas? Alors comment on va le lire? Alors on peut utiliser donc les différentes classes Java, etc. Parmi les solutions, vous pouvez utiliser la classe scanner. Alors scanner égale new. Avec scanner, vous l'avez, je crois, utilisé déjà pour lire à partir d'un clavier, des données à partir d'un clavier. Mais vous pouvez également utiliser, si vous mettez system.in, ça veut dire que c'est le clavier. Mais si vous voulez lire à partir d'un fichier, vous utilisez new file. Et le fichier s'appelle config.txt. Config. Alors on a besoin de faire un try catch. Ok. Alors maintenant je voudrais lire juste le nom de la classe DAO. String. Alors je vais l'appeler DAO classe. Hein? Égal à quoi? C'est scanner. Et j'appelle la méthode next. Il va me lire la première ligne. Je vais lire le nom, la ligne suivante. Métier. Classe. Alors ici je vais mettre class name. Le nom de la classe. Le nom de la classe. Parce que ça c'est pas la classe, c'est juste le nom de la classe. Et après je vais utiliser également scanner. Next. Qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de faire. Je viens de lire tout simplement à partir du fichier de configuration quelles sont les classes que je vais utiliser. Alors pour vérifier, on va les afficher. Je vais afficher DAO class name et je vais afficher DAO métier class name. On va vérifier. Alors tout ce que j'ai ici, donc ça veut dire que j'arrive bien à lire le fichier de configuration. Mais pourquoi j'ai lu les classes? Je dois les instancier. Et pour les instancier, ben, je ne peux pas utiliser new, ça c'est clair. Parce que vous savez que dans Java, pour créer une instance, il existe deux techniques. C'est l'instanciation statique et un new. Et le problème new, c'est l'un des opérateurs que vous utilisez le plus. N'est-ce pas? Parce que tout ce que vous savez, quand vous avez new, ça veut dire que vous créez un objet. Mais le grand problème de new, c'est quoi? C'est la maintenance. Si vous mettez new, ça veut dire que vous êtes lié à une classe. Ça veut dire que c'est un couplage fort. Ben, il dit quoi donc? L'autre problème à résoudre, c'est que vous apprenez maintenant qu'à chaque fois que vous lisez un code, à chaque fois que vous voyez new, point d'interrogation. S'il y a une nouvelle évolution de la classe, qu'est-ce que vous allez faire? Alors maintenant, on ne va pas utiliser new, mais il y a une autre solution, c'est de faire ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. Alors, on va charger dynamiquement la classe. Alors, pour charger une classe dynamiquement, c'est-à-dire au moment de l'exécution, je vais chercher la classe, je connais que le nom, je vais la chercher et je vais la charger en mémoire. On aura besoin de faire appel à une classe que vous connaissez qui est classe. Classe, par exemple, C1, c'est DAO, la classe. CDAO, c'est la classe. Alors pour charger, on va utiliser une méthode qui s'appelle forName. Oui, vous la connaissez bien sûr. Parce que quand vous faites le GDBC, n'est-ce pas? Quand vous voulez vous connecter à une base de données, il faut charger les pilotes
GDBC. Et pour charger les payloads GDBC, vous utilisez class.forName. Vous chargez la classe. Alors ici, tout ce que je connais, c'est DAO.className. Je connais le nom. Je vais la charger en mémoire. Mais une fois qu'elle est chargée en mémoire, maintenant, je vais l'instancier. Alors, pour instancier une classe par réflexion, on va utiliser une méthode qui s'appelle newInstance. Comment? Je vais utiliser tout simplement cdao. La méthode s'appelle newInstance. Ça veut dire que je demande de créer une instance. Mais la méthode newInstance suppose que vous avez un constructeur sans paramètres. Si votre classe ne contient pas de constructeur par défaut, c'est-à-dire sans paramètres, ça ne marche pas. Voilà une raison pour laquelle les frameworks ils vont vous obliger toujours à utiliser un constructeur par défaut. Parce que tous les frameworks que vous allez utiliser, c'est comme ça qu'ils vont créer des instances. Et si vous voulez, mais sauf que la méthode newInstance, il va créer un objet de type object. Mais tout ce que je sais moi, c'est un objet de quel type? C'est un objet de quel type? C'est la classe. Normalement, elle est de type DAO implémentation, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas utiliser la classe DAO. Mais tout ce que je sais, c'est que je connais l'interface. Ben justement, je vais déclarer une variable de type DAO égale. Alors, et je fais un casting. Parce qu'il retourne un objet de type object. Alors, regardez bien. Je suis toujours fidèle à... Est-ce que vous voyez maintenant un new? Jusque-là, pas de new. N'est-ce pas? New instance, mais c'est pas... OK? Alors maintenant, new instance, il me crée l'objet d'une manière dynamique. On fait un sous-casting parce que c'est un objet de type IDEO. Je récupère l'objet. Pour vérifier est-ce que ça marche, je vais tenter de faire appel à la méthode getValue. DAO.getValue. Parce que ici, je connais l'interface. Alors pour vérifier, alors si on n'a plus besoin d'afficher le... Si vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ça, on a déjà vérifié. J'exécute l'application. Est-ce que ça marche? Il n'y a pas de problème. Alors ici, donc, sauf que tout ce code que j'ai ici, tout ce code-là, c'est juste pour faire new. Est-ce que vous voyez? Sauf que c'est un new bien mérité. C'est-à-dire, pourquoi? Sauf que cette instance-là, ça, c'est pour faire la programmation, l'instanciation dynamique. Je vais gagner. Je ne vais pas gagner au niveau fonctionnel. Parce qu'au niveau fonctionnel, new DAO implémentation, point, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la maintenance, au niveau de l'évolution, il y a une grande différence. Alors, nous allons voir. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est que à un moment donné, dans votre application, alors, on va terminer tout d'abord l'application parce qu'on va faire la même chose avec la couche métier, n'est-ce pas? Alors, pour instancier la couche métier, regardez tout à l'heure, ce code, cette première ligne que nous avons fait, maintenant l'équivalent, c'est tout ça. Plutôt, c'est juste jusqu'à là, n'est-ce pas? Ça, c'est l'instanciation statique, et ça, c'est l'instanciation dynamique. Alors, je vais faire la même chose pour créer l'objet métier. Alors, pour créer l'objet métier, donc la même chose. Donc, je vais utiliser classe, je vais déclarer une classe que je vais appeler MDAO, c'est-à-dire métier DAO, égale, à nouveau, class.forName. La classe s'appelle métier className, c'est-à-dire je vais prendre le nom de la classe métier, je vais l'instancier. Je sais que un objet de type métier, la classe métier implémente l'interface métier. Donc je vais utiliser l'interface. Égale M. C'est pas MDO, pourquoi je l'ai appelé MDO? Non. C'est classe métier. C'est métier. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Ça, c'est la classe métier. Oui. Donc ici, donc, je vais l'appeler C métier. Point new instance. Je fais un sous-casting. Ça marche. Donc j'ai créé l'instance. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Regardez, je viens de créer l'objet DAO. Je viens de créer l'objet métier. Qu'est-ce qui me reste? L'association. Set. Je devrais appeler la méthode setDAO de l'objet métier. Alors, ce n'est pas du copier-coller. Maintenant, pour faire appel à cette méthode, la même chose. La méthode, je vais l'appeler par réflexion, par ce qu'on appelle l'introspection.
Alors, autrement dit, si vous voulez appeler une méthode, si vous connaissez le nom de la méthode, vous allez créer un objet de type méthode. Vous voyez donc quelle méthode de quel package Java Lang Reflect. Méthode M égale. Je vais créer une méthode à partir de quelle classe? De la classe C métier. Point get méthode. Comment s'appelle la méthode? Set DAO. Alors maintenant, ça c'est. Hein? Set DAO, c'est le nom de la méthode, c'est une chaîne de caractères. Autrement dit, même si dynamiquement je peux saisir au moment de l'exécution le nom de la méthode que je veux exécuter, n'est-ce pas? Et après, les types de paramètres. Alors maintenant, vous dites, je veux appeler une méthode, mais cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle reçoit en principe? La méthode, il reçoit un objet de quel type? De type IDEO. Alors je dois spécifier le type de la méthode. Et généralement, les types, c'est un tableau d'objets de type classe. C'est un tableau d'objets de type classe. Ici, on va spécifier IDEO. Point. Non, c'est pas comme ça. Alors je crée un tableau et j'ouvre les accolades, parce que c'est un tableau, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser IDAO.classe. Point virgule. Ok? Alors cette méthode-là, M, la méthode, ça représente la méthode setDAO. Alors toujours, c'est l'interface. Alors maintenant, pour exécuter la méthode, je fais appel à M1.invoke. J'appelle la méthode M1. Je vais l'invoquer, je vais l'exécuter. Mais qu'est-ce que je vais exécuter la méthode M1 de quel objet? De l'objet métier que nous avons créé. Ici, donc, quel est l'objet? C'est métier. Ça veut dire quoi? Je suis en train de faire appel à la méthode setDAO de quel objet? Métier. Et je dois transmettre les arguments. Et maintenant, quel argument que je vais lui donner comme paramètre? C'est l'objet DAO. C'est-à-dire ici, regardez. C'est métier. Métier.set DAO. Qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? L'objet DAO. Alors ici, donc, l'argument. La même chose, l'argument, ça peut être plusieurs valeurs. Donc, c'est un tableau d'objets. Et comme c'est un tableau, vous spécifiez dans l'ordre. Pour moi, c'est l'objet DAO. Object. Alors, invoke, en fait, ici, donc, je viens de créer un objet métier, n'est-ce pas? Je voudrais faire appel à une méthode. Mais pour appeler une méthode, en principe, il faut tout d'abord créer la méthode. On fait créer un objet de type méthode. Vous lui donnez tout d'abord le nom de la méthode que vous voulez appeler. Et après, vous spécifiez les paramètres de la méthode. D'accord? Et après, par la suite, si vous voulez exécuter la méthode, vous utilisez la méthode invoke. Et donc, c'est comme si vous mettez métier.setDAO. Alors, pour vérifier ça, maintenant, on va appeler la méthode calcul. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est métier. Métier. Non, attendez, mais pourquoi je vais l'appeler? C'est déjà fait. Non, maintenant, je viens de faire l'injection. Maintenant, je veux appeler la méthode calcul. Mais tout simplement, je vais faire appel à l'objet métier. J'affiche le résultat. Métier.calcul. N'est-ce pas? Alors ici, donc ça, c'est purement quelqu'un qui veut développer des frameworks, c'est comme ça qu'on travaille. Parce que quand vous créez un framework, c'est une application fermée à la modification, ouverte à l'extension. Donc généralement, Hibernate que vous allez utiliser, Spring, eux, ils vont faire ça à votre place. Mais c'est toujours bien de le connaître vous-même, c'est-à-dire de le faire vous-même au moins une fois, pour savoir que les frameworks, quand ils vont travailler, c'est ce qu'ils vont faire à votre place. Alors, on va voir déjà si ça marche. On va exécuter. Est-ce que ça marche? Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? C'est que pratiquement maintenant, nous avons une application qui est fermée à la modification. La preuve, c'est quoi? Maintenant, supposons nous avons une nouvelle version de la couche DAO. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une nouvelle classe. Je ne vais pas toucher le code source. Exactement, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler DAO implémentation version 2. Je vais la mettre dans un autre package que je veux, extension. Ouais, ça c'est une extension. Tout ce que je sais, c'est que cette classe devrait implémenter une interface qui s'appelle IDAO. Et quand j'implémente l'interface IDAO,
non seulement maintenant ça devient un plugin ou bien une extension qui va s'intégrer avec l'application, mais en même temps ça va m'obliger, en tant que développeur, je ne suis pas censé savoir qu'est-ce que je dois définir comme méthode. Je redéfinis les méthodes, je sais que je dois définir une méthode getValue. Je change, alors pour ne pas mettre 5, on va mettre par exemple 80. Ça signifie juste qu'il y a une nouvelle implémentation. Alors maintenant, comment? Non, on ne peut pas ajouter d'autres méthodes. Alors ici, si vous voulez ajouter d'autres méthodes, il faut changer l'interface. Donc ça veut dire que si vous ajoutez des méthodes, ça veut dire que ce n'est plus un problème d'implémentation, c'est un problème de conception. C'est-à-dire au moment de la conception, vous avez les spécifications fonctionnelles ne sont pas bien faites. Mais après, si vous voulez ajouter d'autres méthodes, vous allez vers d'autres design patterns. Alors, vous savez que je sais que vous faites un cours sur design pattern, mais en réalité, le cours des design patterns commence par ça. Parce que ça vous montre tous les design patterns par la suite que vous créez, ils vont chercher toujours à fermer à la modification, ouvert à l'extension, etc. Donc c'est comme ça. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser. Je viens de créer une nouvelle extension. À quel niveau je dois changer? Bah, tout simplement le fichier de configuration. Je vais vers le fichier de configuration, je vais dire, maintenant au lieu de DAO implémentation 2, je vais utiliser le package, parce que c'est un autre package. Extension.DAO implémentation 2, V2. Je change dans le fichier de configuration. Vous savez qu'un fichier de configuration, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas informaticien, il peut toujours apprendre à configurer une application. Donc, je veux exécuter l'application. Alors, j'ai mal écrit la classe DAO M. Il n'y a pas de I. Vous avez remarqué? M, DAO, MI. MI. Alors, ça, c'est un point. M, DAO, M, et M encore. Voilà. C'est bon? D'ailleurs, si vous cherchez l'exception, il va vous dire la classe n'existe pas. Regardez, class not found, exception. Vous tentez de charger dynamiquement une classe qui n'existe pas. Ça, c'est des exceptions que vous connaissez quand vous faites des connexions vers les bases de données, n'est-ce pas? Alors j'exécute. Est-ce que l'application a fonctionné? Ça marche. Maintenant, le client, il vous dit, maintenant, je veux revenir à la version précédente. Je n'ai pas besoin de me déplacer, de prendre tout un moyen de transport. Ben, je vais lui dire tout simplement, tu vas vers l'application et tu vas, au lieu de spécifier l'ancienne version, tu vas spécifier l'ancienne version. Tu réexécutes ton application. Mais est-ce que j'ai besoin du code source? DAO implémentation. Alors maintenant, vous voyez donc ça, on a déjà résolu une bonne partie du problème. C'est que nous savons que pour créer une application fermée à la modification, ouverte à l'extension, il faut passer par le couplage faible. Ça, c'est la première des choses. Il faut utiliser les interfaces. Deuxièmement, c'est qu'il faut faire l'injection des dépendances. Et l'injection des dépendances, il y a deux solutions. La première, soit vous faites vous-même votre propre technique en utilisant ce travail, la programmation par réflexion. Mais le seul problème, si vous travaillez comme ça, vous allez dire, est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que je ne peux pas faire carrément une bibliothèque qui fait ce travail, quel que soit le scénario? Bah, si vous essayez de le faire, vous allez trouver que ça a été déjà fait, tout simplement. Alors Spring, c'est exactement ce qu'il a fait. Bah, il a créé pour vous un framework qui va faire ce travail. Alors justement, je vais vous montrer maintenant comment faire la même chose, mais en utilisant Spring. Regardez bien. Alors maintenant, pour utiliser Spring, nous avons besoin de créer un fichier de configuration. Alors, dans mon projet, il y a un dossier, il y a un package ressources. Généralement, les ressources, on va mettre souvent les fichiers XML correspondant à l'application. Dans ce répertoire la ressource, on va créer un fichier XML. C'est un fichier de configuration Spring. Spring Bean Configuration File. Next. Le fichier, on va l'appeler comme on veut. On va l'appeler config.xml. Finish. Alors ça, c'est un fichier de configuration Spring. Maintenant, ça, c'est à peu près l'équivalent de mon pauvre fichier de configuration texte que j'ai créé tout à l'heure. Mais avec Spring, c'est encore plus simple. Pourquoi? Avec Spring, vous lui dites quelles sont les classes que vous voulez instancier au démarrage de votre application. En créant ce qu'on appelle un bean. Je vais demander à Spring de me créer un bean. Vous lui donnez un nom.
ID. Je vais l'appeler DAO. De quelle classe? Classe DAO Ample. Alors même avec l'éditeur contrôle espace, bah, vous trouverez les classes. Très sympathique. Parce que ça, c'est le grand problème. Quand vous tapez les noms des classes, tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais dans le fichier de configuration, je tape le nom du package, les classes, mais forcément, on se trompe souvent quand vous avez des grands packages. Mais avec le fichier de configuration Spring, contrôle espace, donc vous recherchez rapidement les classes que vous voulez instancier. Donc ici, je demande à Spring de me créer un objet de type DAO implémentation. Je lui demande également de me créer un objet ID que je vais appeler métier. De quelle classe? La classe s'appelle métier implémentation. Mais en même temps, je vais faire l'injection des dépendances. Alors, entre bin et /bin de l'objet métier, je vais lui demander d'accéder à une propriété. Set. À des propriétés, ça veut dire que je lui demande de faire appel à set. Comment s'appelle la propriété? DAO. Contrôle espace, d'ailleurs, il y a une seule propriété. C'est quoi une propriété? C'est un attribut qui possède les setters et les getters. Et c'est quoi la référence? L'objet qu'on va lui donner? C'est DAO. C'est-à-dire, je vais lui affecter cet objet. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du XML, n'est-ce pas? Mais Spring, quand il va démarrer, quand il va lire ce fichier-là, qu'est-ce qu'il va faire à votre place? Ben, il va tout simplement faire ce travail. Exactement. Il va lire le fichier, il va charger class.forName, new instance, et quand vous dites property, il fait appel à la méthode, et il fait le travail. Autrement dit, en résumé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer un objet DAO implémentation, il va me créer un objet métier implémentation, et il va faire l'association. Mais sauf que, bien sûr, pour que Spring puisse lire ce fichier-là, ben, il vous faut tout d'abord Spring. N'est-ce pas? Alors, Spring, c'est un framework, c'est des fichiers .jar qu'il vous faut mettre dans votre projet, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour ne pas chercher des fichiers .jar, on va utiliser Maven. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, dans le fichier pom.xml, pour le moment, c'est un fichier qui est vide, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez ajouter des dépendances, vous allez créer un élément qui s'appelle les dependencies, et après vous ajoutez les dépendances. Alors maintenant, pour chercher les dépendances d'un framework, c'est très simple. Sur Internet, vous mettez Spring Maven Dependence, et après vous trouverez quel est le fichier XML que vous devrez écrire. Alors dans le support de cours, j'ai ici, si vous voulez travailler avec Spring, voilà les dépendances que vous devrez ajouter. Alors, vous aurez les dépendances. Il y a tout d'abord, vous allez utiliser org.spring-framework. Vous allez utiliser Spring Core, le module. Ça, c'est pour l'injection des dépendances. Et après, également, on va utiliser Spring Context. Donc, vous voyez, donc, je vais utiliser deux modules de Spring. Alors, c'est très simple. Il suffit donc de prendre ces éléments XML. Vous les ajoutez ici, de dépendance. Mais regardez bien. Quand vous allez enregistrer votre projet, vous allez voir rapidement ça s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il va faire Maven? Normalement, il va dans son entrepôt. Il va voir est-ce qu'il y a ces bibliothèques. Il va les intégrer au ClassPath de votre projet. S'il n'existe pas, il va chercher à se connecter à Internet parce que il sait bien ces dépendances-là, ils correspondent, il sait où est-ce qu'il va les trouver. Il se connecte, il va chercher les fichiers .jar, il va les stocker dans votre entrepôt, n'est-ce pas? Maintenant, je n'ai pas de connexion Internet. Ça a marché, pourquoi? Parce que j'ai déjà ces fichiers .jar dans l'entrepôt. Alors, où se trouve l'entrepôt de Maven? Vous allez le trouver, dans le chemin, il y a, dans les dossiers utilisateurs, vous avez le profil que vous utilisez, le nom de le profil utilisateur. Et après, vous trouviez un fichier .m2, Maven 2. Alors, ce dossier .m2, qu'est-ce qu'il y a? C'est là où il y a pratiquement, c'est là où il met tous ces fichiers .jar. Alors si vous cherchez par exemple org, ben, vous trouverez Spring forcément. Spring Framework, et là vous trouverez sécurité. Nous on a utilisé Spring Core. Et après quelle version, etc. Ici nous avons utilisé la version 3.2.2. Et après vous avez le fichier .jar, il est là.
Alors ça, c'est important déjà de travailler comme ça. Et d'ailleurs, vous allez voir maintenant dans Spring Maven Dependencies, vous allez voir, regardez, dans le class path, vous avez les fichiers .jar. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Alors maintenant, si j'ai fait ça, maintenant, je vais créer l'application. Et ça serait la dernière partie. Alors, je vais créer l'application. Donc ça, c'est la couche présentation, version 2, c'est-à-dire version Spring. Alors maintenant, avec Spring, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de code Java. J'ai besoin juste de faire appel à une classe qui s'appelle ClassPath, parce que je lui demande de chercher le fichier XML à partir du ClassPath. ClassPath XML Application Context. Je vais créer un objet de type context. Alors en fait, cet objet-là, il fait partie du module Spring Context. Égal new. Vous créez cette classe de Spring et vous lui donnez comme paramètre le nom du fichier XML. Alors, généralement, vous pouvez lire plusieurs fichiers XML. C'est pour cela que vous pouvez mettre un tableau de string. Et notre fichier XML s'appelle comment il s'appelle config.xml. Config.xml. Alors, il va le chercher dans le class path et comme il est stocké dans le ressource, ce dossier ressource fait partie du class path. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire ce fichier XML, il va faire le travail. Quel travail? Sans surprise. Alors ça, ce qui est bien, c'est que quand vous faites un travail comme ça au moins une fois, vous savez très bien qu'est-ce que le framework va faire à votre place. Alors maintenant, on aura tout ce que je connais, je veux utiliser la couche métier. Je connais l'interface. Métier égale à quoi? Je vais appeler l'objet contexte que j'ai ici. Contexte. Point. Je lui demande de me donner un bin. Comment s'appelle le bin? Métier. Et la méthode getBin, il retourne un objet de type object. Je vais faire un stochastic vers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ça, Spring, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers ce fichier-là, il a déjà créé l'objet DAO. Comment il l'a appelé pour lui? DAO. Il a créé l'objet métier. Comment il l'a appelé? Métier. Il a déjà fait l'association, l'injection des dépendances. Moi, je lui demande à n'importe quel moment donné dans mon application, context.getBin, il me donne l'objet. Et pour vérifier l'exécution de l'application, je fais appel à la méthode calcul. J'exécute l'application. Ça, c'est l'application version 2. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que vous voyez là en rouge, parce que vous allez voir que les frameworks, généralement, eux-mêmes, ils ont besoin d'utiliser un framework de journalisation. Après, on pourra ajouter Log4j. Log4j, c'est un framework qui permet de faire la journalisation parce qu'en principe, Spring, quand il travaille, il peut loguer d'autres messages. Est-ce que c'est clair? Alors là, on a pratiquement bouclé cette partie. Ça, c'est une première partie qui est très importante, pas uniquement pour l'architecture J2E, mais dans l'esprit de l'ingénierie de logiciel, au niveau architecture, quels sont les trucs à respecter. Alors ça, cette démonstration, je l'ai enregistrée dans une vidéo.